Bonjour, bienvenue sur le webinaire Patrimoine 24 Immobilier en partenariat avec Wenimo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois sociétés de gestion. Swiss Life AM en la personne de Louis-Renaud Margeron. Bonjour Louis-Renaud. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La société La Française AM avec Christophe Inizan. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et enfin, la société Sophidi avec Nicolas Vandenen. Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, alors j'avais envie de commencer ce webinaire immobilier en vous disant la SCPI stop ou encore. Alors c'est un peu réducteur et ça serait un peu fouillis en lançant la conversation comme ça, mais c'est vrai que le contexte actuel, notamment depuis le mois de juillet, est assez tendu sur la classe d'actifs SCPI. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes des partenaires et je pense que vous avez beaucoup de demandes des partenaires sur est-ce qu'il faut encore aller sur les SCPI, est-ce que les SCPI sont liquides, est-ce que la hausse des taux est finie. Enfin, il y a beaucoup de sujets à aborder qu'on va essayer d'aborder ensemble lors de ce webinaire. Peut-être pour commencer, on peut avoir un point de marché un peu, rappeler pourquoi effectivement on est dans cette situation-là, la hausse des taux assez massive, et qu'est-ce qui nous amène finalement à cette défiance un petit peu du marché de l'immobilier, notamment professionnel. Nicolas, chez Sophidi, est-ce que toi, tu peux nous donner un peu votre point de vue et puis nous remettre un petit peu en perspective ce qui s'est passé? Alors oui, Benjamin, tu viens d'évoquer un point central qui est le sujet des taux, puisque si on se remet il y a un peu plus de, il y a 18 mois en arrière et puis sur plusieurs années auparavant, on avait régulièrement la question de quid de la remontée des taux, ce à quoi on répondait que bien évidemment les taux ne pourraient que remonter vu les niveaux ultra faibles qu'on connaissait. La question centrale étant davantage sur la vitesse, sur la rapidité de cette remontée. Et on a assisté à une remontée rapide, très violente. On s'est pris 400 points de base sur 12 mois. Donc oui, c'est violent. Et ce contexte-là est venu perturber, chahuter, bousculer l'immobilier. Puisque l'immobilier est bien évidemment dépendant également des taux de capitalisation et notamment sur les sujets de valorisation. Donc ce contexte-là est venu mettre fin à un contexte ultra favorable à l'immobilier. Donc ces années avec le vent dans le dos dans la descente, et là on se retrouve à attaquer la montée avec parfois le vent de face, à devoir faire face à un marché en termes de transactions qui s'est contracté fortement, voire même qui s'est stoppé, puisqu'aujourd'hui, on a d'un côté des vendeurs qui ont du mal, qui accusent le coup sur le fait d'intégrer, d'être en phase et en accord avec le fait eh bien, que leur immobilier qu'ils veulent vendre, ils vont le vendre moins cher qu'hier, et les acheteurs qui se positionnent de manière opportuniste et agressive en disant ouais, cet immobilier, on veut l'acheter moins cher. Donc aujourd'hui, il y a un fossé, des transactions qui n'existent plus, qui n'aident pas du coup ce marché à décanter, à donner des clés de lecture, des comparables, comme on les appelle dans notre univers. Et en plus, pour venir mettre un second coup de pied dans la fourmilière, et bien évidemment, les fonds immobiliers. Alors, c'est pas nouveau, ça avait démarré en septembre, donc il y a maintenant un an, avec les OPCI grand public, qui sont les fonds qui intègrent le plus rapidement dans leur méthodologie de valorisation une mark-to-market beaucoup plus fréquente. Et donc, on avait commencé à avoir des sujets de valorisation arriver, et ces sujets ayant connu une accélération ces dernières semaines avec certaines SCPI qui ont annoncé des baisses de prix de part. Voilà, pour refaire un petit tour rapide sur ce contexte qui, et tu le soulignais également, Benjamin, qui nécessite, et ça je pense que c'est un élément central, qu'on puisse partager au maximum pour être dans une logique un peu de prise de hauteur, aider à comprendre ce qui se passe et justement ne pas céder à la panique et pour répondre à ta première question et être davantage dans une logique où il y a peut-être aussi de bonnes raisons de dire encore à la pierre papier. Bon, merci Nicolas. Effectivement, on reviendra sur tous ces points-là, mais effectivement, il y a des promesses qui sont tenues sur la classe d'actifs SCPI. On y reviendra. Louis-Renaud, chez Swiss Life Asset Management, qui est une grosse société de gestion, j'imagine que vous avez votre analyse sur la hausse des taux. Quelle est cette analyse et quelles sont, on va dire, les perspectives sur la hausse des taux chez vous? Ouais. Alors,
peut-être pour ne pas paraphraser ce qu'a dit Nicolas précédemment, je pense que le point essentiel aussi à rappeler, c'est qu'on est dans une conjoncture globale immobilière qui est très différente des dernières crises que nous avons pu vivre il y a de cela 12 ans ou 25 ans, avec un marché locatif qui, lui, reste actif, d'une part, et sur des prix de loyer qui se tiennent très, très bien. Donc, c'est vrai que cette hausse des taux mécaniquement engendre une baisse des prix, mais j'aimerais insister sur le fait que c'est une véritable baisse des prix qui est mécanique par rapport à cette hausse des taux, dans une conjoncture qui n'est pas si délétère que cela sur les mises en location, sur le prix des loyers, à quelques rares zones près. On parle un peu du marché de la Défense sur les bureaux qui souffre, le marché de la couronne nord de Paris qui souffre également en termes de mise en location. Néanmoins, pour peu qu'on ait un patrimoine qui correspond à la demande des entreprises, des locataires, aujourd'hui, les prix de loyer se tiennent bien. Donc, la capacité à distribuer du revenu n'est pas remise en cause. Donc ça, c'est un point quand même essentiel, je pense, dans cette crise des prix que nous connaissons. Et ensuite, en termes de perspective, on va essayer de se donner un petit peu de baume au cœur. Moi, j'écoute simplement les économistes sur le sujet, puisque le lien de corrélation entre les prix et les taux longs est évidemment évidente. Néanmoins, aujourd'hui, sur les taux courts, tout le monde s'accorde à dire que la Banque centrale européenne, les États-Unis sont plutôt sur des niveaux hauts et qu'on devrait arriver à une stagnation des taux courts, voire un début de baisse dans le courant de l'année prochaine. Et si les taux d'intérêt courts rebaissent à partir du milieu de l'année prochaine, dans le courant de l'année prochaine, implicitement, les taux longs que nous suivons, les taux longs, c'est notre benchmark, devraient suivre. Et dans ce cadre-là, cela permettrait logiquement de retrouver cette prime de risque que nous attendons tous à l'acquisition lors des différentes acquisitions immobilières. Logiquement, les marchés de l'immobilier devraient pouvoir retrouver de l'air, devraient pouvoir retrouver des transactions plus substantielles et donc de l'attractivité sur les marchés. Alors ensuite, est-ce que c'est au mois de février, le 15 juin ou le 18 août? Bien évidemment, je ne sais pas, mais les prix devraient pouvoir commencer à se stabiliser à partir du moment où les marchés intégreront le début de la baisse des taux d'intérêt. Le lien de corrélation devrait être très très fort entre les deux, une fois de plus. Merci. Si jamais un jour tu as la date, je suis preneur quand même. Si tu avais la date je cherche précise, depuis 30 ans, ça mais m'intéresse. j'ai toujours pas trouvé. Merci beaucoup, Louis Renaud. Christophe, à la Française AM, donc, qui est un acteur, bien évidemment, un des acteurs historiques de la SCPI aujourd'hui en France. Votre point de vue, j'imagine que ça va revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Mais j'ai une autre question aussi un peu pour toi. Tous les secteurs sont-ils touchés de la même façon aujourd'hui dans l'immobilier, notamment professionnel? Et on pourra peut-être, chacun, si vous le souhaitez, si vous avez des véhicules en tout cas qui peuvent toucher à la partie résidentielle. Je sais qu'à la Française, il y en a eu par le passé. Je sais qu'il y en a aussi chez Sofidy, quelques-uns. Donc, est-ce que par rapport à ça, est-ce que tous les secteurs aujourd'hui sont touchés de la même façon? Non, alors clairement, pour rebondir sur la question initiale, quand même, sur le contexte macro, effectivement, on ne sait pas quand est-ce que sera le point d'arrivée évoqué par Louis Renaud. Le point de départ, par contre, du repricing, on a une petite idée, c'est-à-dire que c'était il y a à peu près un an. La hausse des taux a démarré, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il y a un an, et donc il n'est pas anormal que l'immobilier réagisse comme toutes les classes d'actifs, et que les cycles en immobilier, ça existe. On avait oublié que ça existait depuis 2008, et notamment l'injection massive de liquidités des banques centrales pour faire face à la crise financière de l'époque. Mais ça a eu une conséquence, sans faire d'histoire trop long, mais c'est important de remettre dans le contexte, c'est que ça a écrasé les primes de risque de tous les segments de l'immobilier, mais pas que. Et donc là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est une reconstitution de la hiérarchie des rendements dans les différents marchés de l'immobilier. Et donc ça, c'est un élément central. On a une chance dans le contexte actuel, à mes yeux, lorsqu'on parle d'immobilier, c'est quand même tout cela s'accompagne du retour de l'inflation. On y reviendra tout à l'heure, mais enfin l'inflation pour l'immobilier, ça n'est pas que négatif. Donc en réponse à l'inflation, il y a une hausse des taux, mais c'est vrai que ça pèse sur la valeur temporairement. On a bon espoir que l'inflation permette la croissance des revenus futurs et que cette croissance des revenus futurs
grâce à l'indexation, nous permettent de retirer la valeur vers le haut une fois que la hausse des taux sera derrière nous. Et à la française, en ce qui nous concerne, on espère qu'effectivement l'année prochaine sera le début du commencement de la reprise d'un nouveau cycle immobilier. Donc, ce qui signifierait, et je vais répondre à ta question, qu'on serait dans le bas du cycle au moment où on se parle. Donc ça, c'est très important pour le webinaire qu'on fait en octobre 2023. C'est très important de savoir où on en est dans le cycle. On peut se tromper, mais enfin, grosso modo, sauf éléments exogènes, bien évidemment, voilà où nous en sommes. Sur ta question sur les comportements divergents, le cas échéant des marchés immobiliers, oui, clairement, on l'a bien vu qu'entre le résidentiel, au sein même de l'immobilier professionnel et de l'immobilier commercial, on voit bien que les bureaux, les commerces, la logistique se comportent pas du tout de la même façon. Et si je pousse un tout petit peu la démarche sur, par exemple, la santé dont on a beaucoup parlé, bien évidemment qu'il y a des secteurs qui évoluent très différemment. On avait l'habitude de dire que les bureaux étaient corrélés à la croissance du PIB, que les commerces étaient corrélés à la croissance de la consommation et que le résidentiel était corrélé à la croissance de la démographie. Tout cela est vrai, mais dans un contexte de repricing et de reconstitution de la prime de risque, notamment issue de la hausse des taux, on voit bien que tous ces marchés évoluent différemment. Sur les bureaux, pour prendre l'exemple qu'a cité Louis Renaud tout à l'heure à juste titre, on voit bien qu'on a eu beaucoup de discours sur le bureau. Nous, à la française, on est très peu présent, par exemple, à la Défense, et notre patrimoine de bureaux, que je vais qualifier de corps, il souffre beaucoup moins que certains autres types de bureaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est tout le sens d'être adossé à des maisons de gestion qui sont, en tous les cas pour les trois qu'on représente aujourd'hui, très anciennes sur ces marchés-là, c'est qu'on arrive encore aujourd'hui à aller extraire de la valeur dans ce contexte de ce marché adverse. Pour répondre à ta question de manière un petit peu plus précise, on voit bien que le résidentiel a été assez résilient. Il commence aujourd'hui à souffrir un petit peu plus pour notamment des problématiques d'accès au financement d'une grande partie de la population, alors même qu'à l'autre bout du scope, la santé, par exemple, est preuve d'une très forte résilience en termes de valeur. Donc clairement, tous les marchés ne réagissent pas de la même façon, et c'est tout le sens de ce qu'on fait nous dans nos gestions, hein, typiquement, c'est que soit les partenaires et leurs clients ont accès à des véhicules diversifiés, soit ils ont accès à des véhicules spécifiques, thématiques, qui permettent d'aller capter tel ou tel marché. Dans le contexte actuel, en ce qui nous concerne, notre analyse, c'est que entre la France et le reste de l'Europe, par exemple, il y a des cycles qui n'évoluent pas à la même vitesse, et donc il faut savoir faire le dos rond lorsque le cycle est en train de se retourner. C'est le cas, par exemple, en Allemagne, j'y reviendrai tout à l'heure, et aller capter les opportunités qui se présentent, par exemple en Angleterre, d'ores et déjà, puisque je le rappelle et j'en termine, le repricing dont je parle depuis tout à l'heure, il a déjà démarré l'année dernière. L'Angleterre, pour être tout à fait transparent, ça a corrigé l'année dernière de quasiment 20%. Certaines valeurs d'expertise ont été baissières dès l'année dernière. Il s'avère, et c'est la thématique du webinaire que tu organises, c'est que les véhicules SCPI, donc l'épargne immobilière non cotée, a des vertus d'amortir les baisses qui sont aujourd'hui à l'œuvre, on y reviendra tout à l'heure. Donc clairement, oui, il y a un marché qui évolue. On pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère immobilière et que cette nouvelle ère immobilière va offrir des opportunités sur tous les différents marchés sur lesquels on intervient. Alors c'est vrai que sur tu évoquais notamment sur le résidentiel. Après, toutes les villes ne sont pas touchées de la même façon, hein. Il y a de fortes baisses, notamment à Lyon et Bordeaux, mais qui avaient probablement beaucoup plus monté. On voit que des villes comme Nice, par exemple, où il y a une grosse tension, les prix ne baissent pas forcément, voire ils remontent légèrement. C'est vrai qu'il y a une grosse tendance, on va dire, des journalistes aujourd'hui qui font haro sur les SCPI, catastrophe, les prix vont baisser, etc. On fait de la sensation pour vendre, c'est assez terrible. Mais si ces mêmes journalistes allaient faire valoriser leur appartement dans le centre de Paris et qui constataient que ce qu'ils pensent vendre aujourd'hui 800 ou 900 n'en vaut finalement plus que 650 ou 700, je serais bien curieux de voir leur réaction. Sur le contexte des valorisations justement des SCPI, ce qui a amené finalement les sociétés de gestion à faire ce travail de repricing entre guillemets de mi-année, alors c'est pas une demande, c'est quoi, Nicolas, on en avait parlé en préambule, c'est pas une injonction, mais c'était voilà, il y avait une recommandation, on va dire, de l'AMF, de dire voilà, il y a un marché un peu tendu pour assurer la liquidité, puisque c'est un peu la volonté de l'AMF, il faudrait, si possible, faire des expertises à mi-année. Alors oui, c'est un point effectivement sur lequel depuis quelque temps chez Sofidy on prend importance
à venir préciser, puisque tout le monde pense que l'AMF a imposé à toutes les sociétés de gestion de mener une campagne d'expertise exhaustive au 30 juin, le sujet n'est pas là. Alors, c'est un corollaire quelque part, mais la demande précise de l'AMF, qui est arrivée début juillet, c'était de quelque part de nous demander, dans un marché qui évolue rapidement, de prendre nos responsabilités et quelque part derrière un grand principe fort et important de l'AMF, qui est celui de mettre à disposition une information non trompeuse, eh bien, c'est sur la base des éléments que nous connaissions, de réactualiser les valeurs de reconstitution. Et ces éléments, ces valeurs, ces informations dont nous disposions pouvaient être effectivement liées à des campagnes d'expertise menées à mi-année ou alors à d'autres éléments. Donc, cet élément est important et ça veut aussi dire que donc il peut y avoir un petit biais méthodologique. On peut trouver sur la place des sociétés qui ont fait une campagne totale, d'autres qui ont fait une campagne partielle, voire certains qui n'ont pas du tout fait l'exercice demandé. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est important, de bien rappeler ce sujet-là. Et dans ce cadre-là, donc, eh bien, nous, chez Sofidy, on a mené ce travail-là. On a la chance, en tout cas, le fait d'avoir un patrimoine très, très, très granulaire, on gère plus de 5000 actifs, fait que depuis très longtemps, les experts chez nous ont lissé la charge de travail. Et donc, on se retrouve toujours avec à peu près entre un quart et un tiers du patrimoine qui, au 30 juin, a fait l'objet de premières conclusions de projection d'expertise 31-12 de l'année en cours. Et sur ces bases-là, nous, on a mené un travail d'extrapolation puisqu'on avait un échantillon très représentatif pour pouvoir mener ce travail, remonter l'information à l'AMF, et la conclusion, c'est qu'on a parce qu'il y a beaucoup de diversification, parce que et je rajoute également le secteur du commerce et plus particulièrement le commerce de centre-ville qui, en tout cas sur la base de nos travaux, fait une démonstration de très bonne résilience, apporte de la résilience dans les patrimoines. Et bien on a des patrimoines qui au global baissent un peu, mais de seulement moins 2,4%, et donc avec des impacts sur les valeurs de reconstitution qui nous laissent aujourd'hui dans la fourchette, dans cette fameuse fourchette des plus ou moins 10%, et c'est ce pourquoi nous avons, fin septembre, précisé que dans ce contexte-là, nous maintenions nos prix de souscription. On n'y touche pas. Merci Nicolas. Alors effectivement, tu le disais, le travail, en tout cas chez vous, globalement dans vos maisons, vous allez le redire, Louis Renaud et Christophe, mais le travail a été fait. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc c'est aussi ça qu'il va falloir appréhender dans les semaines et les mois à venir, parce que il y a ce contexte un peu anxiogène finalement, et le fait de peut-être avoir reporté la demande de l'AMF finalement peut créer des contextes encore un peu anxiogènes. Et l'idée aussi aujourd'hui, c'est de venir rassurer un peu sur le fait qu'il y a des expertises qui sont faites, en tout cas chez vous, que les prix globalement tiennent très bien, et surtout il y a cette promesse de rendement dont on reparlera tout à l'heure. Louis Renaud, chez vous, sur cette demande de l'AMF, vous avez une SCPI qui est plus récente. Oui, alors c'est vrai que chez Swiss Life Asset Manager, en fait, j'ai une chance dans cette baisse des prix, c'est effectivement. Alors, je suis un acteur quand même beaucoup plus récent que mes compères aujourd'hui. J'ai une gamme beaucoup moins étoffée. Je n'ai qu'une seule SCPI et en plus, elle a un peu plus de 6 ans d'âge. Alors, derrière ces mots, je crois que ce qui est important de retranscrire, oui, bien sûr, on a fait le travail, mais j'ai aussi beaucoup moins d'immeubles à expertiser parce que j'ai une taille beaucoup plus modeste sur la SCPI en question. Je pèse 120 millions d'euros, ça veut dire 11 immeubles, donc aucune difficulté pour répondre à la demande de l'AMF sur ces expertises à mi-année. Ma deuxième chance, c'est tout simplement que au fur et à mesure de ces 6 années, j'ai une collecte qui est régulière. Et donc, j'ai pu acheter. Alors, nous, on a un principe de diversification à l'intérieur de la SCPI Pierre Capital. Donc, je n'ai pas que du bureau. Oui, j'ai des bureaux, mais j'ai des bureaux qui sont plutôt très centraux, c'est-à-dire en l'occurrence Paris intramuros. Donc, j'ai pas de biens qui soient complètement excentrés. J'ai des biens qui correspondent à la demande locative. J'ai des commerces, j'ai de la logistique aujourd'hui. Donc, on a une bonne diversification. Et surtout, j'ai de la collecte régulière au fur et à mesure des années. Et la dernière chance que j'ai, c'est que cette collecte, en fait, a augmenté l'année dernière dans un début de phase de baisse des prix.
Et donc, j'ai pu acheter récemment, donc je touche du bois pour que ça continue, j'ai pu acheter récemment sur des prix plus bas, donc sur des taux de rendement supérieurs à la moyenne. Néanmoins, la moyenne des expertises ressort tout de même en légère baisse, encore une fois. Les expertises ressortent au 30 juin pour la SCPI Pierre Capital, sur le global du patrimoine à moins 3,8%. Donc oui, bien sûr, cet effet de baisse des prix a un impact sur le global portefeuille. Néanmoins, par rapport au 31 décembre dernier, la SCPI affichait une décote du prix de souscription par rapport à la valeur de reconstitution de l'ordre de moins 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 30 juin, cette décote est certes annihilée, mais il n'y a pas de remise en cause de son prix de souscription, de la valeur de reconstitution. On n'est pas tout à fait à l'équilibre, on est un petit peu surcoté par rapport à la valeur de reconstitution. Néanmoins, on a fait le travail. Néanmoins, je n'ai pas besoin de réajuster mon prix de souscription à ce jour. Voilà, donc on a fait le travail, on est plutôt confortable sur la qualité du patrimoine et effectivement, dans un contexte de collecte positive et donc pas de problématique sur le carnet d'ordre de la SCPI. Donc au final, tout ne va pas si mal. Merci Louis Renaud. Alors à la française, Christophe, quand on s'était vu récemment, on avait évoqué ensemble, toi tu me disais que le travail il avait même été presque plus anticipé et que les valorisations finalement, c'était des anticipations de valorisation à fin d'année, donc au 31 décembre, pour peut-être ne pas avoir à y revenir. Et la deuxième question que je voulais aborder avec vous aussi par rapport à tout ça, c'est quid de la liquidité aujourd'hui, qui est un vrai sujet et qui est probablement la raison pour laquelle l'AMF vous a demandé, vous, société de gestion, de faire ce travail d'expertise à mi-année en tout cas. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu trop de collecte dans les années passées qui, sur certains acteurs, certaines sociétés peut-être, qui du coup ont fait qu'ils ont dû acheter trop cher et qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir baisser des prix de manière assez significative. Christophe, Oui, alors, de ton côté. beaucoup de sujets, Benjamin, dans ta question. Juste effectivement, sur la demande de l'AMF et la méthodologie, on ne va pas revenir dessus, mais enfin, je pense qu'il y a deux points. Sur la SCPI, notre analyse, c'est qu'il y a eu un souhait de l'autorité de tutelle de s'assurer que les véhicules étaient à la juste valeur, donc à la fair value. Ça, c'est très important, qu'il n'y ait pas une décote entre le prix auquel on vendait les actifs et la réalité de leur valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle, notamment, ils ont demandé un exercice qui est très peu coutumier, puisque d'habitude, les valeurs liquidatives des SCPI, en tout cas les expertises, sont faites une fois par an. Donc là, c'est vraiment inhabituel. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là et c'est la première fois qu'on est dans ce scénario-là. Sur la méthodologie qu'a employée la française, oui. Alors nous, ce qu'on a considéré, c'est que la demande étant arrivée plus courant de l'été, le travail sur l'ensemble de notre patrimoine, qui est assez important, prend du temps. Et on avait déjà comme idée qu'on livrerait au marché notre retour en septembre. Et septembre, c'est assez proche, ça ne vous échappera pas de la fin de l'année. Donc nous avons décidé de pousser l'exercice au-delà de la demande de l'AMF jusqu'à fin décembre. Donc c'est vrai que les retours que nous avons faits au marché juste avant Patrimonia, de mémoire, c'était des valorisations au 31 décembre 2023. Oui, tu as raison, pour éviter, le cas échéant, on reviendra sur ce point-là, d'avoir éventuellement à y revenir. Donc ça nous permet de livrer un retour au marché qui est en substance une stabilité globalement des prix de part des CPI de la française, à une exception près, j'y reviendrai. Étant entendu, bien évidemment, que sur l'ensemble des marchés sur lesquels on intervient et sur l'ensemble des acteurs de la place, il ne faut pas se tromper. Il y a des ajustements des sous-jacents, c'est-à-dire les expertises immobilières globalement, sauf exception, sont baissières. Et c'est tout l'intérêt des véhicules SCPI qu'on gère les uns les autres, c'est que il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ça fait 15 ans pour certaines qu'elles bénéficient d'expertise à la hausse. On connaît une année d'ajustement. Cette année d'ajustement ne remet à aucun moment en question fondamentalement l'intérêt et la qualité des patrimoines qui ont été constitués depuis de très nombreuses années par certaines. Moi, je vais prendre ce que je connais le mieux, c'est ce qu'on fait à la française depuis très longtemps. On a une SCPI très ancienne, que je ne citerai pas, mais que vous avez tout en tête, qui a 50 ans. Cette SCPI, parce qu'on a beaucoup entendu les jeunes versus les anciennes, il faut privilégier les jeunes plutôt que les anciennes, Louis Renaud en parlait rapidement. Nous, on a une vision qui est assez claire, c'est que sur les anciennes SCPI, pour certaines qui ont plusieurs milliards de capitalisation, vous vous doutez bien que le patrimoine est arbitré, géré activement en permanence. Et typiquement, moi, dans mon véhicule, alors je vais le citer comme ça sera fait, c'est l'épargne foncière.
qui pèse 5 milliards d'euros, j'ai la moitié du patrimoine qui a été renouvelé sur les 5 dernières années. Donc clairement, on évite à minima le risque d'obsolescence lié notamment à la dimension ESG, qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Mais ça me permet également de répondre à ta question sur la collecte. Moi, je trouve quand même assez incroyable qu'on vienne reprocher à certains gérants d'avoir investi la collecte sur les momentum de marché sur lesquels ils intervenaient. Aujourd'hui, le mandat qu'on confie à la société de gestion qui investit sur l'immobilier de bureau corps en Europe, c'est d'investir sur l'immobilier bureau corps en Europe. On l'a fait à la française en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. On continue à le faire en 2023. Et c'est bien la raison d'être des véhicules SCPI, c'est de lisser les cycles. Donc, il n'est pas anormal que dans ce contexte-là, il y ait quelques ajustements sur ce qu'on fait à la française en SCPI. Et j'espère qu'on aura l'occasion de venir sur les SC, qui est l'autre partie de l'interrogation de la place à laquelle on fait face en ce moment. Sur les SCPI de la française, il y a par contre, c'est vrai, des marchés qui souffrent davantage parce qu'ils sont en avance de cycle. Je prends pour exemple l'Allemagne. L'Allemagne, Nicolas en parlait tout à l'heure, l'Allemagne, c'est 80% de transactions en moins en 2023. L'Allemagne, ça a corrigé de quasiment 15% en 2023 sur les prix. Donc il est évident que cela, ça se retrouve dans les valorisations des sous-jacents. Et en ce qui concerne la française, sur l'ensemble de la gamme, nous avons une stabilité des prix de part. Donc je vais les citer comme ça, ce sera fait. C'est épargne foncière, Grand Paris Patrimoine, LF Opportunité et Avenir Santé. Sauf sur Europe Immo, où nous avons corrigé le prix de la part pour traduire ce qui s'est passé sur le marché allemand, qui est une correction qui est assez importante. Mais nous sommes au 31/12/2023, ce qui veut dire que nous n'attendons pas de mouvement supplémentaire au passage 2023-2024. On verra si c'est le cas de tout le monde. Donc c'est un exercice qu'on a voulu mener par souci de transparence, et une nouvelle fois pour éviter d'avoir y passé une fois, deux fois, trois fois. Et donc ce souci de transparence, nous avons effectivement fait cet exercice de manière un peu différente d'autres acteurs qui, pour certains, l'ont fait au 30 juin, conformément à la demande de l'AMF, et qui, pour d'autres, ne l'ont pas fait du tout. Donc, il est évidemment nécessaire de faire le tri lorsqu'on parle des véhicules d'épargne immobilière collective non cotés français, parce que tout le monde n'a pas réagi de la même façon. Juste une question, si d'ailleurs un acteur, par exemple, ne fait pas le travail, qu'est-ce que potentiellement il risque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut intervenir de la part de l'AMF pour dire attention, vous n'avez pas fait? Ou est-ce que fondamentalement, ils se disent après moi le déluge, je ne fais pas mes expertises et on verra bien au 31 décembre? Et deuxième question, sur les expertises à l'étranger, tu en parlais sur l'Allemagne, est-ce que les expertises, c'est fait de la même façon? Comment vous faites les expertises? Alors, je ne sais pas, toi, Louis Renaud, si vous avez de l'étranger aujourd'hui, mais dans vos différentes maisons, comment vous expertisez notamment les patrimoines à l'étranger, que ce soit en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas? Bon, tu as parlé de l'Allemagne. Donc, est-ce que c'est des experts que vous nommez là-bas, que vous allez chercher dans les pays qui connaissent bien le marché? Voilà un petit peu les deux questions. Peut-être Louis Renaud sur la partie AMF, et je laisserai, je crois que je ne suis pas sûr que tu en es, toi, sur l'étranger. Si, on a aussi du patrimoine à l'étranger avec des bureaux d'implantation en local, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, bien évidemment, etc., etc. Pour répondre sur la partie, premièrement, AMF, je ne pense pas qu'il y ait de risque, entre guillemets, de sanction de l'AMF parce que le travail a été fait ou pas fait, en l'occurrence. Néanmoins, c'est la société de gestion qui, je pense, à ne pas faire ses évaluations, assume ses propres risques. Nous sommes dans une phase de marché où les prix sont baissiers. Le fait de ne pas donner d'indicateurs précis à mi-année ou en septembre ou en prévision de l'année prochaine, de mon point de vue, c'est évidemment le risque de ne pas communiquer sur le sujet et peut-être d'avoir un fort décrochage avec les valorisations du 31 décembre. Donc chacun assumera ses risques sur le sujet. Je pense que faire le travail et essayer d'être transparent sur ces évaluations est une bonne chose dans une phase de marché qu'on n'a pas connue depuis 12 ans maintenant, voire 13 ans maintenant. Voilà, donc chacun assumera ses risques et puis on verra, comme on dit à la fin de la foire, qui devra évaluer son patrimoine au 31 décembre avec les vraies valeurs de reconstitution à venir, à passer lors des assemblées générales du mois de mai ou du mois de juin. Donc, moi, je pense qu'il est simplement de bon ton à minima de faire l'exercice et ensuite à chacun de communiquer sur le sujet. Et il me semble plus transparent de communiquer sur ces vrais sujets d'actualité, aussi pour se positionner à l'achat derrière et se dire, oui,
voilà où nous en sommes. Maintenant, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut escompter pour l'année prochaine sur nos acquisitions, etc., etc. Sur le sujet des évaluations, je vais peut-être laisser Christophe répondre, mais nous, sur le patrimoine étranger, ce sont tout simplement des experts à l'étranger qui effectuent. On a la chance d'avoir 5 bureaux partout en Europe, dans les plus gros pays. C'est justement aussi bien pour le travail d'expertise que le travail d'asset management, de suivi des immeubles, depuis l'achat d'un immeuble jusqu'à sa revente. Il y a tout un travail à faire pour trouver des nouveaux locataires, mandater, faire les travaux, faire les expertises, etc. Donc nous, on préfère réagir en local. Chacun voit midi à sa porte, mais ça permet de toute façon d'avoir les meilleures informations, les meilleurs intermédiaires en local pour pouvoir travailler un immeuble dans le temps. C'est vrai pour les expertises, c'est vrai pour le reste du travail. Christophe, tu voulais ajouter Oui, un petit oui, point oui, et je repasserai la main à Nicolas aussi sur les expertises oui, immobilières. très rapidement, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Louis Renaud, enfin, il est inenvisageable, clairement, enfin, à un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, il était inenvisageable pour une maison comme la française notamment, et je pense que c'est le cas pour mes deux confrères, de ne pas satisfaire une demande de l'autorité de tutelle. Enfin, voilà, c'est une recommandation. Les recommandations, elles sont suivies par les maisons de gestion de la place, ça me semble être le minimum. On s'adresse, en ce qui nous concerne, à des partenaires concernant la gestion de patrimoine qui sont eux-mêmes régulés. J'imagine pas un seul instant un CGP ne pas taper sur la demande de l'AMF. Donc nous, on s'y est plié. La position, elle est effectivement elle est légaliste en quelque sorte, par souci de transparence. On va jusqu'au bout de la démarche. Je ferme la parenthèse, c'est important de le redire. Concernant les évaluations, oui, et les expertises, clairement, on a bien vu, je le disais tout à l'heure en introduction, que le marché anglais a été l'un des premiers marchés à corriger en Europe. S'en est suivi le marché hollandais notamment, et puis belge, et puis l'Allemagne, et enfin la France. Alors ça tient à des caractéristiques à la fois culturelles, mais aussi de comportement des acteurs locaux. Pour les expertises, nous, on s'adresse à des experts en local, c'est-à-dire qu'en Allemagne, on a des experts allemands qui, de notre point de vue, en tous les cas, connaissent mieux que quiconque le comportement de ce marché-là. Et donc, nous avons, par exemple, sur la SCPI dont je vous parlais tout à l'heure en Europe, et en Allemagne en particulier, eu des remontées des experts sur place. Pour bien comprendre le fonctionnement des expertises, enfin, en tous les cas, de ce marché des expertises, quand j'expliquais tout à l'heure que le marché anglais avait corrigé de quasiment 20% l'année dernière, on voit bien que la diffusion de cette correction est en train d'arriver sur le marché de l'Europe continentale et va terminer par la France, probablement. Et pourquoi la France est plus résiliente? Ça tient notamment au fait qu'il y a une structure de marché qui fait preuve de beaucoup plus d'inertie. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, c'est que quand vous faites une transaction en France, entre le moment où vous démarrez la transaction et le moment où vous la finalisez, il se passe grosso modo 6 mois. En Angleterre, c'est 2 à 3 fois plus rapide. Donc il y a une réactivité du marché anglo-saxon beaucoup plus forte que certains qualifient de volatilité, que d'autres expriment sous une forme de mark-to-market qui peut avoir des vertus de repricing plus en ligne avec la réalité du marché, là où le marché français a fait preuve de plus d'inertie. C'est la raison pour laquelle le marché français est en train d'être celui qui corrige en dernier. Et ce qui explique d'ailleurs que, notamment dans nos véhicules, on ait vu des corrections sur les valeurs dès la fin de l'exercice 2022 sur les marchés étrangers, alors que sur le marché français, on ne les a vus que maintenant. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Simplement, lorsqu'on soulève le capot d'une SCPI et dans son fonctionnement, c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'expliquer le comportement de ces différents marchés. Et c'est tout le sens de ce qu'on a expliqué pendant très nombreuses années, en tous les cas à la française, sur les véhicules pan-européens, c'est d'aller chercher cette décorrélation dans les cycles économiques. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc tout l'enjeu, ça va être de savoir capter les momentum de marché, comme le disait Louis Renaud tout à l'heure. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de rentrer sur le marché anglais? Probablement que oui. Probablement que oui. Là, il faut peut-être encore faire un peu le dos rond sur l'Allemagne. Et on voit bien que si vous êtes capable, et c'est toute l'agilité des gestions au travers des CPI, de capter ces différents moments de marché, vous pouvez livrer aux investisseurs ce qu'ils viennent chercher dans les véhicules SCPI, c'est-à-dire le côté acyclique au sens où j'amortis les baisses, mais je ne capte pas la totalité des hausses et en moyenne, je lisse la performance avec une très forte visibilité. Et c'est bien ça qu'on cherche. Et la résilience dont parlait Louis Renaud tout à l'heure sur les véhicules SCPI, elle est malgré le contexte toujours au rendez-vous. Et il faut bien découpler les deux choses, le comportement du véhicule SCPI d'une part, dans sa structuration, et les sous-jacents. Les sous-jacents, ils ont toujours varié. Les valeurs de réalisation ont toujours varié.
à la hausse ou à la baisse. On peut amortir dans les limites de moins 10, plus 10, comme l'a évoqué Nicolas à juste titre. On peut amortir des baisses dans une certaine mesure, comme on peut absorber des hausses dans une certaine mesure. Et puis, il y a des fois où on tape les bornes et on est obligé d'ajuster les prix de part. C'est tout l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'en termine vraiment pour partager un élément qui n'a pas été suffisamment évoqué depuis que ces situations-là est sur le marché. C'est que le point de départ des différents véhicules n'était pas le même. Vous avez des véhicules qui sont rentrés dans cette période de repricing avec des valorisations un peu, je veux dire, dynamiques, tendues, notamment des véhicules qui avaient beaucoup augmenté sur les années précédentes, leur valeur de part. Ça, c'est un premier élément. Et quand vous regardez la correction, c'est souvent des véhicules qui ont eu des valorisations assez dynamiques. Et puis l'autre élément dont on n'a pas parlé, dont on ne parlera peut-être pas après, donc j'en parle maintenant, c'est l'effet de levier. Il est évident que si vous aviez beaucoup d'effets de levier, il y a une amplification du mouvement baissier de simple fait de l'effet de levier. Donc il faut bien regarder ce dont on parle. On ne peut pas dire que sur le marché des SCPI, tous les véhicules se comportent de la même manière, notamment pour les quelques éléments que j'ai partagés à l'instant. Merci Christophe. Du coup, Nicolas, très rapidement sur cette partie expertise, vous avez un véhicule européen, pan-européen qui a été lancé il y a pas très longtemps. Donc, comment est-ce que vous expertisez cette partie-là et quid aujourd'hui de la collecte et du ressenti un peu des partenaires? Et je voulais également que tu nous partages aussi, puisque tu l'avais évoqué tout à l'heure aussi, Christophe, sur la partie environnementale, ce point-là, et finalement dire que ce qu'on avait dit un peu en préambule quand on a préparé ce webinaire, ça reste un marché qui peut corriger, et finalement c'est assez sain que de se dire que on peut aussi baisser sur l'immobilier, parce que les investisseurs et même parfois certains conseillers avaient l'impression que ça ne pouvait pas baisser, et on reparlera du contexte notamment des SC et des OPCI dans la troisième partie. Donc, pour toi, c'est cette partie valorisation, Nicolas, le fait qu'effectivement aujourd'hui c'est assez sain que le marché reprice au regard du contexte économique, et puis la partie environnementale, parce que on se dit c'était probablement plus sain d'acheter des biens qui étaient déjà aux normes environnementales. Et pour autant, il y a quand même des véhicules qui ont baissé leur prix de part de façon assez significative et qui pour autant se targuaient d'être un acteur très, très prégnant sur cette partie environnementale. Et on voit que finalement, ça n'a pas eu d'impact et que la baisse de prix de part a été assez significative sur ce point-là. Alors, ça fait beaucoup de questions. Comme le disait tout à l'heure Christophe, beaucoup d'éléments, beaucoup de sujets dans une même question. Donc, ça bouillonne, j'y peux rien, messieurs. Exactement, mais c'est normal, c'est un sujet passionnant et effectivement, il y a beaucoup de sujets. Sur le premier point, qui est effectivement essentiel, on a un peu l'impression de redécouvrir que l'immobilier, ce n'est pas quelque chose de magique. Je pense que je ne vais choquer personne, mais c'est important de se le dire, nous ne sommes pas des magiciens. Avec toute l'humilité qu'on peut avoir, on s'attache, les sociétés de gestion qui sont ici présentes s'attachent à faire en sorte de dérouler le meilleur travail possible, mais nous ne sommes pas des magiciens et l'immobilier comporte des risques. Je vous rassure, il n'y a personne de la conformité derrière moi qui me pousse à le dire. Oui, les performances ne sont pas garanties. Oui, les valos ne sont pas garantis. L'immobilier est sujet à des cycles. Oui, le rendement n'est pas garanti. Mais pour autant, et surtout, l'élément central, c'est de bien garder en tête qu'on est sur un produit d'investissement de long terme, de très long terme, avec des durées de détention qui dépassent les cycles. Christophe le soulignait tout à l'heure, les véhicules SCP sont des véhicules faits pour enjamber les cycles et apporter une performance synthétisée de l'immobilier qui va effectivement éviter je vais me permettre de reprendre le terme de volatilité, mais qui va éviter en tout cas de trop grosses variations dans cet élément-là. Donc, voilà, ça fait partie des cycles. Ça peut être désagréable quand on subit une correction, effectivement. Mais quand on l'analyse sur le très long terme, finalement, il faut relativiser puisque le moteur principal en termes de création de performance reste le rendement. Tu l'évoquais en introduction, mais on est aujourd'hui dans un contexte d'inflation, dans un contexte qui, si on arrive à faire passer l'inflation par le mécanisme des indexations, peut aider à venir développer les produits locatifs et donc la capacité distributive des véhicules. Ça, c'est un point qui est important. Donc, il faut pas se focaliser. C'est un sujet bien évidemment important, mais se focaliser très court terme sur des sujets de valo, je pense qu'on a oublié l'essentiel et l'esprit même du véhicule pierre-papier. Donc ça, c'est le premier point. Sur le point de la valorisation,
on travaille comme mes confrères, on s'appuie sur des acteurs locaux qui sont des acteurs qui comprennent, qui ont cette capacité à évaluer localement le marché. Tu évoquais un véhicule, Sophie d'Europe Invest, qui est 100% investi à l'étranger. On a d'autres grands véhicules qui ont des proportions du patrimoine importantes à l'étranger. Et du fait d'une très très forte granularité, on est aujourd'hui, on se tourne vers des experts qui sont des experts de grande envergure, souvent des filiales de très gros brokers, de groupes parfois internationaux, et qui disposent du coup d'expertise dans chaque pays. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en plus, il y a une vraie synergie qui s'opère pour opérer en toute indépendance et en toute connaissance du marché. C'est-à-dire, quelque part, ne pas aller avec des bons yeux, une bonne analyse de français, aller expertiser un marché au Royaume-Uni qui n'a pas les mêmes fondamentaux, qui n'a pas les mêmes fonctionnements. Ça, c'est un point qui est important. C'est des choses qu'on met souvent en évidence quand on parle d'investissement, c'est valable en matière d'expertise. Donc, et puis sur le dernier point, sur le sujet effectivement de la prise en compte quelque part de la dimension ESG, bon, on ne peut pas résumer et quelque part le sujet de l'ESG est quelque chose de bien plus de bien plus englobant, de bien plus également fondamental qu'un simple sujet d'expertise à un temps T. C'est une méga tendance, c'est un sujet de fond qu'on se doit tous d'embarquer. Il y a effectivement, et même si le régulateur a pris soin de faire attention à tout le marketing qui peut être fait autour de cela, il faut réussir toujours à prendre du recul. C'est pas parce qu'on a acheté le plus bel actif labellisé qu'on va s'en sortir mieux que les autres. Si on l'a acheté beaucoup trop cher, à un moment donné, on aura une correction. Je me permets également de dire que l'ESG ne se résume pas à acheter les immeubles labellisés. Le vrai travail de fond, c'est quoi? C'est de faire progresser les performances énergétiques des immeubles, du parc immobilier dans sa globalité. Donc, quelque part, alors je prêche également un peu pour ma paroisse, mais la vertu, c'est quoi? C'est de travailler l'existant pour le rendre, le faire labelliser, justement. Donc ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on ne peut pas résumer, on ne peut pas pointer du doigt à quelqu'un en disant « c'est pas normal, t'as baissé, mais pourtant tu te prétendais le plus fort sur ce sujet-là ». Bon, le sujet n'est pas là. La labellisation est un phénomène de quelque part beaucoup plus profond, de beaucoup plus long terme. On va retrouver dans chaque véhicule qui peut, dans certains cas, parce que ça va permettre de relouer plus rapidement, de relouer dans de meilleures conditions, sur des niveaux de loyer peut-être améliorés, qui aura sur du très long terme des effets de valorisation. Voilà, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui reste central. Indépendamment d'un quelconque sujet de valorisation, nous devons d'embarquer des stratégies ESG. C'est le cas sur l'ensemble de nos fonds chez Sofidy. Je pense pas trop me tromper en disant que on est dans une démarche similaire chez mes confrères. Merci, merci Nicolas. Donc en troisième partie, je voulais qu'on aborde, si vous voulez bien, la différence entre les différents véhicules, parce que là on parle beaucoup de SCPI, mais il n'y a pas que la SCPI. Vous avez dans vos trois maisons des OPCI et des SC, si je ne m'abuse. On a un contexte notamment sur les SC, mais pas que, hein, on est aussi touché par l'OPCI. On a un contexte compliqué de liquidité, de baisse de valeur liquidative. Donc que vous puissiez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est sur ces véhicules, la différence finalement avec la SCPI, hein, on va dire qu'il y a un produit qui est plus, qu'on va plus retrouver en assurance vie, qui va être un produit de capitalisation, et c'est vrai que là il y a une baisse qu'on voit sur la valeur des contrats, et les clients, ça peut les faire paniquer. Et puis l'OPCI qui a été lancé il y a maintenant 12-13 ans par le régulateur, qui se voulait être un produit plus liquide et qui remplacerait la SCPI. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et donc, quid aussi des OPCI par rapport à ça. Et puis, on finira bien évidemment sur la partie rendement indexation dont tu parlais, Nicolas. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui
d'indexer à chaque fois les revenus? Est-ce que post-Covid, dans une situation inflationniste avec des sociétés parfois en difficulté, on a peut-être le risque, si on veut indexer et monter le loyer, de perdre le locataire, et là, ce serait plus grave finalement que de garder le locataire en place avec le loyer actuel. Louis Renaud, sur cette partie un petit peu des différents véhicules, si tu Alors, peux. pareil, il y a beaucoup de questions en une là. Donc, on va commencer par peut-être par l'OPCI, parce que notamment, effectivement, Swiss Life a un OPCI qui a été très largement diffusé par nos partenaires distributeurs ces 7-8 dernières années. Alors, peut-être en préambule, bien se souvenir que l'OPCI avait été effectivement créé par les pouvoirs publics il y a presque 15 ans, avec une fonction essentielle qui est de se dire, moi, l'AMF, moi, la tutelle en France, je veux créer une solution qui soit plus liquide qu'un produit immobilier, qu'un produit 100% immobilier. L'immobilier reste de toute façon un produit, ça reste du non coté et donc ça reste moins liquide. Voilà, donc ça c'était la vocation initiale et de ce fait, l'AMF a construit l'OPCI en disant, ben voilà, le seul moyen d'avoir de la liquidité, c'est d'avoir une répartition entre des actifs non liquides immobiliers ou partiellement liquides, mais d'avoir une poche financière qui est de toute façon liquide pour pouvoir assouvir les ordres d'achat, les ordres de souscription ou les ordres de rachat. Donc ça, c'est le préambule de l'OPCI. Derrière ça, il y a la constitution de l'OPCI qui en fait un produit mixte en termes de performance, avec et des actifs immobiliers qui donnent du loyer et éventuellement de la valeur, et une poche financière qui est composée de façon différente d'une société de gestion à une autre, parce que là, les marges de manœuvre sont différentes. Et puis ensuite, je pense que sur les 2-3 dernières années, il y a eu une problématique de compréhension de ce système, parce que si on regarde les performances des OPCI sur les années 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tout allait bien, puisqu'un produit mixte faisait à peu près la même performance qu'une SCPI qui est 100% immobilière ou qu'une société civile qui est 100% immobilière. Et quelque part, compte tenu de ce fonctionnement et compte tenu de tout ce que l'on a dit avant, c'est vrai que cette baisse des prix depuis maintenant 1 an, de façon effective, hein, ça a commencé quasiment au 1er septembre d'il y a un peu plus d'1 an. On l'a dit, on le redit, mais c'est vrai que les OPCI ont commencé à afficher des performances en négatif plus tôt que les autres produits. Et quelque part, moi, si je me souviens bien, à Patrimonia, il y a 1 an, on s'est fait souffler dans les bronches par nos distributeurs, mais pourquoi êtes-vous en négatif à la fin de l'année? Tout le monde ne parlait que des OPCI. Et finalement, je viens de passer un Patrimonia, somme toute beaucoup plus agréable, c'est-à-dire que les distributeurs ont compris que ça n'était pas une problématique due aux OPCI de la place ou à Dinapierre, mais qu'on était bien dans une problématique de marché et que petit à petit, dans cette phase de baisse des prix, tous les produits historiques étaient évidemment impactés par cette baisse de prix. Voilà. Alors, au-delà de cela, les OPCI restent des véhicules un petit peu différents. Pour parler liquidité, c'est vrai que le gros attrait des OPCI aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons connu des vagues de rachats qui sont essentiellement dus, en fait, non pas à l'incompréhension du produit aujourd'hui, mais le fait qu'on était détenu par des sociétés civiles qui, elles, cherchent de la liquidité aujourd'hui. Et cette vague-là, elle est passée. On a pu donner la liquidité aux clients qui le souhaitaient, à tous les clients. Et donc, c'est quand même un atout pour l'OPCI de pouvoir, comme il est construit avec 35% de liquidité, de pouvoir ajuster ses ratios au fil du temps. Et donc, aujourd'hui, on peut estimer qu'à ce jour, il n'y a strictement aucune problématique de liquidité. Oui, il y a eu de la déception sur la performance. Oui, il y a eu des rachats. Néanmoins, le concept et le fonctionnement a été compris par les distributeurs. Cette vague de rachats, elle est grandement passée, on va dire. Alors ensuite, il faut réajuster ces ratios, bien sûr, à l'intérieur de l'OPCI, mais on a quand même du temps parce que cette poche de 35% de liquidité, elle s'est amenuisée, on a fourni la liquidité, mais on a le temps de vendre et de prévoir un programme de vente d'immeubles sans être trop pressé et sans faire de la vente forcée. Voilà, donc ça c'est important dans les mécanismes. Et simplement sur les sociétés civiles, alors moi je suis dans un contexte différent, je vais pas dire que j'ai eu de la chance, mais en fait si. C'est-à-dire que j'ai une seule société civile, je l'ai créée il y a 1 an et demi.
et j'ai commencé à faire de la collecte il y a 1 an. Donc, je fais de la collecte positive, je n'ai pas de stock, je n'ai donc pas de rachat, et plus ça va, plus j'achète à des meilleurs prix avec la collecte que je peux réaliser. Alors, je ne sais pas si je suis bon gérant ou mauvais gérant, parce que je n'ai pas de prétention. Par contre, oui, j'ai eu de la chance de sortir un produit dans un momentum de marché qui est favorable pour pouvoir investir correctement la collecte que l'on me confie. Alors, je considère que c'est un peu de chance, et tant mieux pour le produit, parce que du coup, on fait une très belle sortie de nouveaux produits depuis 1 an et demi, avec une belle performance. Mais c'est vrai que je bénéficie d'un contexte de marché qui est très différent de ce que peuvent connaître les autres. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, mais quelque part, entre certaines très anciennes SCPI qui souffrent aujourd'hui sur leur stock, je n'ai pas les mêmes problèmes. Et du coup, ça crée une dichotomie de la performance depuis le début de l'année qui est très forte. Voilà, donc je touche du bois pour que ça continue comme ça, c'est-à-dire qu'il faut continuer de collecter, encore une fois, pour nous permettre, nous, sociétés de gestion, d'investir à bon escient les capitaux d'aujourd'hui sur des prix plus bas et donc sur des taux de rendement qui commencent à redevenir quand même attractifs quasiment sur toutes les classes d'actifs immobilières. Merci. Du coup, ça pose également finalement la question de la présence d'institutionnels. Alors, vous parliez de SC ou des OPCI, mais je vais même au-delà, et je pense peut-être plus à ce moment-là à Christophe et Nicolas sur la présence d'institutionnels détenant des parts de SCPI et qui, lorsqu'effectivement les mettent en vente sur le marché, finalement bloquent cette liquidité. Du coup, comment est-ce qu'on gère ça, notamment Christophe, chez vous? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des problématiques de liquidité? Si oui, comment vous les traitez? Et puis, bien évidemment, nous faire un point sur votre gamme en SC, notamment, qui était historiquement assez connue. Oui, tout à fait. Effectivement, nous on a fait le chemin inverse de Renault, c'est-à-dire qu'on a démarré il y a 40 ans avec les SCPI, puis en 2004 avec les SC et en 2008 avec l'OPCI. Et si j'ai bien compris ce qu'a dit Louis Renault, c'était plutôt un peu l'inverse. Donc c'est intéressant parce que effectivement, en 2008, l'idée du législateur, c'était quasiment de faire disparaître les SCPI et de les remplacer par les OPCI qui avaient des vertus de liquidité à ses yeux, en tous les cas, incontestables. Mais au-delà de ce débat de spécialistes, il y a quand même des niveaux de risque embarqués qui sont pas tout à fait les mêmes. Les SRI sont pas tout à fait les mêmes, soit dit en passant. Donc, il faut pas tout mélanger. L'épargne immobilière collective est une matière de plus en plus riche. Mais au sein des SCPI, au sein des SC, au sein des EPCI, il y a vraiment de quoi faire son marché. Alors, en ce qui concerne l'analyse de la situation sur le marché des SC à la française, nous, on gère un fonds qui, donc, comme on indiquait, à 1 milliard d'euros et qui est géré à la française depuis presque 20 ans. Alors, je ne sais pas si on a de la chance ou pas de chance. Ce que je sais, par contre, c'est que c'est des fonds qui ont traversé depuis 20 ans tous les cycles immobiliers. Je n'ai pas le droit de parler de performance, mais on parle de performance à 3 chiffres sur 20 ans quand même, malgré 2008, malgré le contexte actuel. Et dans le contexte actuel où les SC ont fait beaucoup parler d'elles, je pense que ça a accentué l'inquiétude de certains distributeurs et de certains clients. La presse a des titres très excessifs sur ce qui se passe sur le marché de l'immobilier en général et des SC en particulier. Voilà. En ce qui concerne le marché des SC, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un marché à plusieurs vitesses. Il y a des SC qui sont composés d'actifs détenus en direct, qui font beaucoup de leviers, qui, quand le marché était haussier, faisaient des performances très honorables. Et puis à côté de ça, vous avez des SC qui sont composés de SCPI valorisés typiquement à valeur de retrait. Et on voit bien qu'entre ne serait-ce que ces deux fonctionnements, il y a un écart type en termes de performance qui est très important. Moi, à la française, on a un fonds Multimo, pour ne pas le nommer, qui, à date, subit une légère baisse de la valeur liquidative, pas tant parce que les actifs sous-jacents subissent des baisses eux-mêmes, que parce que j'ai voulu, par précaution, mettre en œuvre des dispositifs qui pourraient me permettre de faire face éventuellement à des retraits. Donc, il y a un prix de la liquidité. Ce prix de la liquidité, il permet, au cas où il y aurait des retraits, de satisfaire les demandes. Mais aujourd'hui, on a mis un dispositif en place, on a provisionné la liquidité nécessaire pour faire face à des retraits. On ne constate pas aujourd'hui, pour répondre à la question de manière très directe, d'afflux massif de demandes de retrait. Et dès que cette situation-là va être normalisée, et on pense que ça va venir assez vite, on va reprendre la trajectoire de performance habituelle. Et je rappelle que dans les SC, en tous les cas, dans celle qu'on gère à la française, c'est un véhicule assez simple, puisque c'est un véhicule de capitalisation
qui capitalisent des coupons des SCPI qui composent le portefeuille. Donc, en principe, on a une très forte visibilité sur la performance. Sur le passif, puisque c'est la question que tu poses, oui, je confirme, si c'était ta question, il y a un écart très important entre le comportement des investisseurs particuliers, de ce qu'on appelle trivialement le retail, où il n'y a quasiment pas de sortie aujourd'hui. En SCPI aujourd'hui, on n'a pas de flux de retrait des investisseurs finaux, pas du tout, et le comportement des investisseurs institutionnels. Et le comportement des investisseurs institutionnels au sens large, c'est en réaction à ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, à la hausse des taux. Et ça interroge quelque chose d'autre qui me semble plus important encore. Alors on terminera peut-être par ça tout à l'heure si on a le temps, mais c'est dans la nouvelle ère immobilière qu'on est en train de vivre ensemble, qui va très vite démarrer. Quel est le niveau de rendement que vont attendre légitimement les investisseurs pour poursuivre leur allocation immobilière? Et donc, dans ce contexte-là, cette période est très propice, et c'est ce qu'on fait à la française en 2023, je parle bien de 2023, on a investi quasiment pour 500 millions d'euros d'acquisition sur cet exercice, donc on continue à faire évoluer les portefeuilles pour se préparer à la reprise du cycle qui va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et donc, au-delà de la problématique temporaire que certains véhicules connaissent en termes de liquidité, il y a surtout la façon dont on prépare la suite. Et je pense, comme en 2008, que le moment qu'on vit là, alors j'ai pas de date précise, pas plus que Louis Renault, mais dans 6, 12, 18 mois, on regardera dans le rétroviseur et le comportement responsable de tous les acteurs dont on fait partie, les trois ici présents, sera salué comme il l'a été en 2008. Et je rappelle pour les plus anciens dont je suis, qu'en 2008, tout le monde a eu très peur à tort. Très peur à tort. Je rappelle que le marché immobilier en 2008, il a baissé pour l'immobilier professionnel de plus de 25%, mais tout le monde l'a oublié parce que ça a été très, très rapide. Donc, on est préparé à faire face à ces événements de marché, on y travaille. Donc, il faut raison garder. J'ai coutume de dire qu'il faut dézoomer un peu sur la situation actuelle. Et c'est parce qu'un fonds ou deux connaissent des difficultés temporaires qu'il faut jeter le bébé à l'eau du bain. Pour corroborer simplement, si je peux me permettre ce que disait Christophe, parce que ça me semble excessivement important, les prix avaient dévissé à l'époque de l'ampleur qu'a mentionné Christophe, mais les taux d'occupation aussi avaient fortement fléchi, dû à l'augmentation du chômage, la baisse de consommation des ménages, etc. Donc on était dans une double conjoncture, baisse des prix, mais aussi baisse de la capacité distributrice de loyers due à une conjoncture économique délétère. Et aujourd'hui, encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Donc oui, baisse des prix, encore une fois, à cause des taux d'intérêt, mais une situation locative qui reste globalement plutôt pérenne, plutôt sereine. Donc, c'est important de le mentionner pour faire un parallèle avec les anciennes crises que nous avons pu connaître. Merci Nicolas, on va avoir aussi ton point de vue, mais du coup tu parlais effectivement on a un peu cette problématique aussi de voir qu'il y a un phénomène un peu autoréalisateur de baisse de VL à cause de problèmes de liquidité, où du coup on vend parce que on se dit il faut que j'ai de la liquidité. Alors le cash est un peu rémunérateur en ce moment, plus que ça ne l'a été par le passé, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir ce phénomène un peu autoréalisateur, où du coup ça commence à baisser, on se dit je vends, puis finalement il faut liquider les actifs pour pouvoir être potentiellement liquide, notamment dans les contrats d'assurance vie. Donc c'est vrai que c'est assez difficilement appréhendable, en tout cas par les partenaires et par les investisseurs finaux. Nicolas, sur ta SC et sur ton EPCI, quelle est votre position vous aujourd'hui ? Alors, c'est une réponse qui va un peu reprendre les éléments que mes confrères ont apportés. C'est-à-dire que sur notre PCI grand public, on est effectivement dans un marché qui est massivement en décollecte sur cette classe d'actifs. Donc, notre PCI est lui aussi en décollecte. Mais comme le soulignait Louis Renault, quelque part, et même si on préférait ne pas être dans cette configuration-là, c'est l'occasion pour les OPCI grand public de faire la démonstration qu'ils ont été construits pour gérer la liquidité et qu'ils y arrivent. Donc ça, c'est un élément qui est quand même plutôt important. Et peut-être que demain, on se dira, oui, on retrouve un peu plus de sens, on retrouve un peu plus d'éléments qui nous permettent de dire, ah oui,
l'OPCI grand public a du sens. Voilà. Sur la société civile, aujourd'hui, on est dans un fonds qui continue de bien fonctionner avec une performance qui est positive en year to date, un fonds qui continue un petit peu à collecter et un petit peu de décollecte qui s'opère en face, mais on a réussi à garder un volant de liquidité assez important. Il y a plus de 12% de liquidité dans le fonds, comme il y a un petit peu de foncière cotée, on peut y rajouter 3% de foncière cotée. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, un fonds qui continue de bien fonctionner. Maintenant, on reste aussi vigilant et je pense qu'il faut aussi être humble dans le contexte actuel parce que il y a un effet global. Il peut y avoir des effets de contagion sur certains grands fonds qui ont connu malheureusement pour eux quelques déboires et parfois il y a un peu des réactions un peu trop épidermiques où on bazarde assez rapidement tout l'immobilier dans les allocations. Clairement, on a l'impression qu'on en oublie l'intérêt de l'immobilier dans les allocations. L'immobilier, c'est pas fait pour être arbitré tous les 5 ans, quoi. Non, c'est vraiment un socle à l'intérieur d'une allocation. Donc voilà, donc ça va bien, mais il faut rester méfiant. Et puis sur l'autre élément, effectivement, on est aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon, plutôt qu'on continue à être serein sur les SCPI également, puisqu'on a la chance d'attaquer, en tout cas de clôturer ce 3e trimestre sans aucune part en attente. Donc voilà, sur ces sujets de liquidité, aujourd'hui, grand bien nous en fasse, ça se passe bien. On avait, sur le plan des institutionnels, été plutôt toujours prudent, puisque Christophe l'évoquait, il y a une vraie problématique en termes de comportement. L'institutionnel ne raisonne pas et n'a pas la même approche qu'un particulier, où là, les particuliers sont, et grand bien leur en face, accompagnés par les conseillers en gestion de patrimoine qui, une fois encore, ont compris que l'intérêt premier de la pierre papier, c'est ce prisme du rendement. Les stratégies patrimoniales ont été construites autour de ce pilier-là. Et aujourd'hui, et je pense qu'on y viendra peut-être dans le cadre de cette discussion, c'est que, voilà, une fois encore, ça, c'est une composante qui nous permet d'être positif. Très clairement, c'est une composante qui milite pour se dire, oui, les stratégies mises en place ont toujours du sens. Donc, voilà, il faut véritablement avoir tous ces éléments-là en tête. Merci Nicolas. Alors pour arriver vers la fin, alors juste une dernière chose Christophe, puisque c'est un point aussi sur la partie liquidité, évoquer les fonds de remboursement peut-être, puisqu'on en avait un peu parlé en préambule, juste si tu peux en dire un mot, quand on a une SCPI qui est un peu bloquée, vous avez cette possibilité-là de mettre en place des fonds de remboursement. Oui, tout à fait. Juste pour rassurer tout le monde sur le fonctionnement et la liquidité de l'épargne immobilière collective non cotée. Alors, je t'interromps justement parce qu'on l'avait aussi préparé. Il y a ce mécanisme d'apport-retrait en fait. Quand je vends une part de SCPI aujourd'hui à capital variable, en fait, je fais un ordre de retrait. Pour que mon ordre puisse être exécuté, il faut effectivement que j'ai de la collecte en face. Et c'est ça qu'ont parfois du mal à comprendre les investisseurs finaux et certains conseillers. Si je n'ai pas de collecte, je ne peux pas faire retirer mes parts. Et on a même eu le cas de gens qui ont mis en vente, en retrait des ordres sur des SCPI qui n'avaient pas de liquidité. Elles annoncent 2 mois après des baisses de prix de part, leur ordre n'avait pas été exécuté. Eh bien, le nouvel ordre auquel sera passé, c'est forcément au nouveau prix de retrait intégrant la décote. Donc ça, c'est très important. Donc si je n'ai pas de collecte, effectivement, je ne peux pas sortir sur les SCPI à capital variable. Et donc, il y a ce mécanisme de fonds de remboursement. Pardon de t'avoir interrompu, mais je crois que c'est important de repréciser cela. Tu as tout dit. Effectivement, la liquidité est organisée et il n'est pas anormal que dans des produits d'épargne, il faille une contrepartie pour sortir. C'est le cas sur à peu près toutes les classes d'actifs, je le rappelle. Tous les produits d'épargne, globalement, sauf certains à la marge, mais enfin, sur les marchés boursiers, il y a une contrepartie qui achète l'action que tu vends. Sur le marché boursier, tu as une action totale. Si tu as vraiment besoin de le vendre, tu peux dire je peux la décoter de 15 ou 20% parce que j'ai absolument besoin de m'en débarrasser.
Tout à fait. Mais sur les SCPI, la liquidité est organisée. Il y a 3 niveaux de liquidité. Il y a ce que tu as appelé, alors, ce qui est le retrait souscription. Donc, en fait, lorsque tu es en régime classique, que tu veux vendre, tu adresses un ordre de retrait à la société de gestion qui compense la sortie de l'associé vendeur par une souscription. Donc, c'est une espèce de système de compensation. Et effectivement, si tu es dans un scénario un peu stressé où tu n'as pas assez de souscription pour compenser les retraits, les facultés sont offertes, et c'est prévu dans tous les fonds de la place à ma connaissance, l'activation des fonds de remboursement. L'activation des fonds de remboursement, c'est quoi? C'est pour offrir de la liquidité à ceux qui veulent absolument en sortir. Et ça s'articule de la manière la plus simple du monde, c'est que la société de gestion fait voter l'activation d'un fonds de remboursement. Donc là, si on m'avait dit que je ferais un webinaire un jour pour parler des fonds de remboursement, je pense que mais j'aurais signé, mais c'est mais c'est bien Mais d'être c'est un transparent contexte jusqu'au bout. particulier, donc. Exactement, l'activation du fonds de remboursement en AGE et ensuite la dotation du fonds de remboursement. Et la dotation du fonds de remboursement, c'est quoi? C'est je vends des immeubles, j'abonde mon fonds de remboursement et je fais sortir ceux qui le souhaitent. La seule différence, c'est que ça prend un peu de temps. Donc la liquidité, elle existe. Si je suis amené à aller jusqu'au fonds de remboursement, ça peut prendre un petit peu de temps pour honorer cette liquidité à l'associé sortant. Donc ça, c'est le régulateur qui a prévu dans le comportement des SCPI ce niveau de liquidité. Et je vais jusqu'au bout de ta question, même si tu ne me l'as pas posée, je vais être transparent jusqu'au bout. Ça a déjà été mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Les fonds de remboursement, ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau en 2023 pour autant qu'il soit activé, puisque ça a déjà été mis en place dans le passé. Donc on sait comment ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, mais il faut accepter que à la liquidité, il y a un prix. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une décote. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il y a une décote, il peut y avoir une décote. Il peut y avoir une décote. Et donc tout est lié. C'est-à-dire que l'exercice demandé par l'AMF courant d'été, pour s'assurer que les prix de souscription ne sont pas trop éloignés des valeurs de reconstitution, c'est en lien également à la valeur d'expertise du patrimoine qu'on appelle la valeur de réalisation. Et étrangement, c'est cette valeur que tu vas retrouver à un moment ou à un autre si tu dois activer des fonds de remboursement. Donc tout est lié. Il faut que toutes les valeurs soient assez proches les unes des autres pour ne pas se retrouver avec des décotes très importantes s'il y avait nécessité de les activer, les fameux fonds de remboursement dont tu parles. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Merci beaucoup. Et oui, Benjamin, si je puis me permettre, hein, c'est un élément important. L'exemple qu'a pris Christophe sur l'exemple d'une action est très parlant. Parce qu'on a un peu l'impression aujourd'hui que quand on parle de décote dans l'immobilier, c'est un gros mot. Non, il y a une prime à la liquidité. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et il faut que tout le monde ait bien en tête que la liquidité, c'est pas purement et simplement le sujet de la société de gestion, c'est quelque chose qu'on gère tous ensemble, société de gestion, distributeurs, épargnants, puisque effectivement, au cas précis, et elles ont été le fonctionnement des SCPI et celui-ci, si on n'a pas de souscription, on ne peut pas rembourser. C'est le mécanisme qui a été prévu comme ça. Voilà, donc il faut véritablement l'avoir en tête. C'est un élément, c'est de la pédagogie, mais qui nous aide finalement à bien comprendre qu'un véhicule qui pourrait être bloqué, ça fait plaisir à personne, mais il n'y a pas de fautif. En revanche, on peut tous ensemble essayer de trouver des solutions. Mais tu as raison, et je pense qu'il y a peut-être eu quelques soucis de commercialisation aussi sur ces véhicules-là, parce que c'est vrai que quand on peut emmener un client, lui faire comprendre que sur des actions, il comprend facilement qu'il peut perdre 10, 15, 20%, et il l'accepte. Mais c'est vrai qu'il n'accepte pas aujourd'hui de perdre sur l'immobilier, alors que ça reste une classe d'actifs qui a ses fluctuations. Si on reparle des années 90, on a eu des valeurs à plus de moins 50 sur les SCPI. C'était un marché totalement différent, puisqu'on était sur un marché essentiellement en capital fixe, et donc il y avait cette possibilité de décoter pour vendre absolument ses parts. Et je crois qu'à l'époque, il y a des gens qui ont fait de sacrées affaires en rachetant justement à la cave, et bien leur en a pris. Mais effectivement, voilà, je pense qu'il y a eu aussi quelques problèmes de commercialisation qui ont fait que le client n'avait pas en tête le fait qu'il puisse voir son prix baisser sur sa part de SCPI. Et ça finira par conclure sur la partie rendement, mais vas-y Nicolas. Rappelons que seul celui qui vend perd. Celui qui n'a pas d'obligation de vendre, celui qui détient des parts de SCPI, si son prix de part a baissé, oui, c'est désagréable, mais globalement, s'il n'est pas dans l'obligation d'aller chercher de la liquidité et donc de vendre, et d'avoir effectivement la contrepartie, c'est ce coût de la liquidité, aujourd'hui, voilà, il continue à percevoir son loyer. Tu l'évoquais tout à l'heure, un particulier qui a acheté un appartement pour toucher des loyers, il ne fait pas expertiser tous les ans son patrimoine, son actif, son immobilier. Tant qu'il continue à percevoir des loyers, ça fonctionne.
Ni même le journaliste qui tire à boulet rouge en ce moment sur la SCPI et qui ne fera pas expertiser sa résidence principale. Oui, Je n'ai avec des rien contre les prophéties journalistes. autoréalisatrices. Mais quand même. Pour finir, messieurs, la SCPI est un produit de rendement et j'ai presque envie de dire c'est presque aujourd'hui un des seuls produits qui permet de délivrer des coupons trimestriels. J'en parle d'autant plus facilement que vos 3 maisons disposent aujourd'hui d'activités sur la partie obligataire et notamment de fonds à échéance. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde dit qu'il faut sortir de l'immobilier de la SCPI pour aller sur de l'obligataire. On n'a pas du tout les mêmes résultats et je parlais notamment de complément de revenus, de rentabilité, de coupons trimestriels, que cette promesse de la SCPI aujourd'hui, elle est tenue et on arrive sur le sujet de l'indexation notamment. Est-ce qu'on peut indexer aujourd'hui les revenus? Est-ce qu'on n'a pas le risque de perdre son locataire? Et selon vous aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Quelle est un peu la tendance chez vous, en tout cas sur la partie des rendements? Et effectivement, est-ce que cette promesse va être tenue? Puisque, tu le disais Nicolas, mais quand on vient acheter de la SCPI, comme quand on achète un appartement locatif, on vient chercher du rendement, du complément de revenu. Louis Renaud, peut-être pour commencer sur Alors, cette partie-là. sur les perspectives de rendement, je pense qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Déjà, les différentes classes d'actifs sur lesquelles on travaille, qui devraient avoir des comportements différents. Donc, schématiquement, moi, enfin, je l'ai affirmé tout à l'heure, nous n'avons pas de gros problèmes locatifs pour peu que les emplacements aient bien été choisis à la base. Pour les bureaux, en ce moment, c'est plutôt des bureaux centraux, donc cœur de ville, Paris, grande ville française ou grande ville européenne. Les commerces, pour peu qu'ils soient bien placés, ont un système d'indexation des loyers également. Alors, c'est pas tout à fait le même, mais peu importe. Aujourd'hui, oui, nous arrivons à répercuter l'année dernière, depuis le milieu de l'année dernière et cette année, oui, nous arrivons à répercuter les indices d'indexation des loyers. Forcément, on peut se dire, mais l'exercice a ses limites parce que ça va dépendre de la conjoncture, bien évidemment, dans chacun des secteurs. Néanmoins, pour l'année prochaine, moi, je crois qu'il n'y a pas d'alarmisme à avoir sur ces sujets-là. Encore une fois, pour peu que les emplacements soient bien choisis. Ensuite, on peut prendre aussi des exemples en rapport au mouvement de prix que l'on peut avoir par rapport aux perspectives dans les mois ou années à venir. L'exemple le plus flagrant, je pense, c'est l'exemple de la logistique. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, ce sont les prix, si on regarde que le prix, ce sont les prix qui ont le plus monté ces 12 dernières années. Et fatalement, dans une phase de hausse des taux, c'est aussi l'une des classes actives qui corrige le plus en prix. Et pourtant, c'est là où on a vraisemblablement les meilleures perspectives de hausse des loyers dans les 10 prochaines années. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la loi sur la non-artificialisation des sols. C'est-à-dire globalement, on ne peut plus construire de parcs de logistique. Donc, on sait très bien qu'on va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, à un déficit d'offres sur le sujet. On sait très bien que nous avons un déficit d'offres en résidentiel pur. Les bureaux qualitatifs, rénovés, connectés, comme on dit, on est en manque d'offres de qualité sur les bureaux, même si les entreprises réduisent leur superficie en nombre de mètres carrés. Je vous mets au défi de trouver ne serait-ce que 5 000 mètres carrés ou 10 000 mètres carrés Paris intramuros sur un immeuble neuf, rénové, HQ, BBC, tout ce que vous voulez, ça reste excessivement dur. Donc structurellement, et si toutefois l'ensemble de la conjoncture économique tient le coup, c'est-à-dire si on n'a pas d'augmentation du chômage trop exacerbée, la logique des choses est que nous puissions, dans les mois, les années à venir, continuer de faire progresser nos loyers. Donc, je n'ai pas de forte inquiétude par rapport à ce sujet-là. Voilà. Donc, le rendement. Alors ensuite, on peut regarder les produits, mais sur la SCPI per capital, cette année, je vais distribuer à peu près la même chose que l'année dernière. Et ensuite, mon rendement de l'année prochaine, outre l'indexation des loyers, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de faire de la collecte cette année. Donc sur des taux de rendement qui sont supérieurs à la moyenne de mon stock. Donc mathématiquement, je suis très optimiste pour l'année prochaine sur le taux de rendement de ma SCPI. J'encaisse plus de loyers sur des actifs qui sont plus rentables, qui vont augmenter la moyenne de mon stock. Moi, le seul message que j'ai à transmettre
sur ce sujet-là, c'est de bien comprendre cette mécanique. Si ma SCPI, elle fait du 5, ce qui est à peu près le cas, et que j'achète demain du 6,5, du 7, mathématiquement, cela va faire augmenter la moyenne de rendement de ma SCPI. Moi, mon message, c'est profitons de cette baisse des prix pour aller acheter du meilleur taux de rendement que ce qu'on pouvait trouver, quelle que soit la classe d'actifs, hier ou avant-hier. Et je crois que tu avais également aussi une thématique qui vous tient à cœur de façon assez prégnante en ce moment et qui est plus facile à indexer, c'est l'hôtellerie. Oui. Et puis également en préambule, tu nous avais évoqué le fait que des fonds de pension américains commençaient à revenir acheter sur le marché et que justement c'était peut-être le signe qu'il fallait revenir et que cette classe d'actifs avait tout son sens. Alors, l'idée, c'est de se donner un peu de baume au cœur à l'issue de ce webinaire, mais Mais il n'est pas si négatif que ça, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est encore une fois simplement un exemple, mais après une phase de crise, on a une correction de prix. Et ben, par exemple, l'hôtellerie ou le camping, après la phase de Covid, parce que l'année 2019, tout le monde a hurlé sur les fonds dits hôteliers, puisqu'on a eu à l'époque des hôtels fermés, donc une facturation des loyers 2020, qui a été divisée par 2. C'était 2020, Louis. Oui, mais bon, le corollaire d'une crise comme la crise du Covid, c'est que bien évidemment, on a souhaité maintenir les locataires en place, les hôteliers. Simplement, le chiffre d'affaires, bien évidemment, il a été divisé par 2, donc la facturation des loyers également. Mais qu'est-ce qu'on remarque après une crise comme ça? C'est tout simplement que le prix de l'hôtellerie en général s'est réajusté. Il n'y avait plus de transactions juste après Covid. Les prix se sont réajustés et on a retrouvé de nouvelles opportunités d'achat sur des taux de rendement supérieurs. Gageons que cette crise des prix, ce soit le même mécanisme. Et donc, alors, de façon un petit peu opportuniste, parce que nous, on a un pôle hôtelier de longue date dans l'entreprise, mais oui, bien sûr, en sortie de crise de Covid, nous avons travaillé le sujet pour en insérer dans nos portefeuilles. Alors, on ne fait pas que de l'hôtellerie, mais on n'hésite pas, nous n'avons pas hésité à prendre des positions en hôtellerie traditionnelle, business et loisirs, et surtout sur le domaine du camping. Voilà. Donc, c'est un petit peu opportuniste, mais profitons justement de ces baisses des prix. C'est tout. Et puis, le deuxième indicateur qui, pour moi, est un meilleur indicateur qu'hier, c'est effectivement des marques d'intérêt, on va dire, d'étrangers, de fonds de pension étrangers, notamment américains, qui ont fait l'annonce il y a quelques semaines ou juste avant l'été, comme quoi ils souhaitaient réinjecter de l'argent sur le marché français et sur le marché européen. Ou, autre exemple, au titre de Swiss Life Asset Manager, nous avons remporté un très gros appel d'offres, donc là, pure institutionnelle. Il s'agit d'une caisse de retraite française qui souhaite investir en tout 2,4 milliards sur les marchés immobiliers, en l'occurrence français. Pour moi, ce sont des indicateurs positifs, tout simplement parce que ça veut dire que de l'argent va revenir. Alors, pas la semaine prochaine, ça ne va pas se faire en 2 mois, mais progressivement, ces investisseurs ont de l'argent plein les poches, ils ont des liquidités, ils ont vu les prix baisser et ils savent que ça devrait continuer. Néanmoins, ils ont l'intention de profiter de ces prix bas à partir de maintenant et dans les 2 prochaines années. Donc encore une fois, ça ne va pas se faire en 2 semaines ou en 2 mois, mais progressivement, on devrait revoir de la volumétrie de transactions grâce à ces acteurs-là. Et moi, mon discours, quand j'entends ça, c'est simplement de se dire, ne tardez pas. Encore une fois, je ne sais pas si on a atteint le point le plus bas des prix. La baisse des prix va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être en début d'année prochaine, je n'en sais rien. Néanmoins, on devrait retrouver de la volumétrie de transactions dans le courant de l'année 2024 avec des gens opportunistes qui veulent profiter de ces taux de rendement à l'acquisition qui vont être beaucoup plus élevés. Pour indication, les vrais institutionnels, c'est-à-dire les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les mutuelles, ont complètement arrêté d'injecter de l'argent en immobilier depuis très exactement 1 an. Ils n'avaient plus de projet. Et bien là, on commence à retrouver des marques d'intention qui vont, alors, non pas se déclencher encore une fois en 1 semaine ou en 3 mois, mais petit à petit, de l'argent devrait revenir, encore une fois, parce que cette prime de risque à l'achat sur l'immobilier est en train de se reconstituer. Donc, ne loupez pas les bonnes opportunités des 12 prochains mois. C'est ça le discours. Je pense qu'on ne peut pas travailler dans ce métier-là si on n'a pas confiance dans l'immobilier de manière générale sur un cycle long. Ça ne sert à rien de travailler dans ce métier-là. Donc voilà, il y a
Il y a quelques indicateurs qui pourraient nous donner de l'argent frais, redresser petit à petit la volumétrie de transactions. Faut pas perdre le mouvement pour les fonds retail. Faut pas perdre le mouvement. Au contraire, c'est maintenant et pendant les 18 prochains mois qu'il faut faire grossir les véhicules collectifs que sont les SCPI, les OPCI, si vous voulez que nous construisions le patrimoine de demain pour vos clients. Merci Louis Renaud. Christophe, qu'est-ce qu'il en est chez vous à la française de la rentabilité, des perspectives de rentabilité et des éventuelles réserves que vous pouvez avoir également sur vos véhicules? Oui, alors la question d'origine, c'était l'indexation. Sur la situation, je le redis, parce que ça n'a pas été évoqué jusqu'à présent, on n'est pas dans une crise immobilière. Les indicateurs immobiliers sont bons, les taux d'occupation, les taux d'encaissement, tout est ISO. On a des fonds à la française dont les réserves sont au plus haut. On a des véhicules qui ont 10 mois de réserve. Donc là, clairement, faut bien faire le tri dans ce qu'on évoque là. Sur la notion d'indexation et sur les fonds, donc le comportement en termes de rendement courant, il est en ligne parfaitement avec le prévisionnel du début d'année. Donc on voit bien, et c'est ce qu'on dit depuis une heure ensemble, hein, c'est que l'ajustement des valeurs est dû à la hausse inédite des taux d'intérêt. C'est pas une crise immobilière une nouvelle fois. Donc les rendements seront tenus sur base du prévisionnel. Et puis concernant l'indexation, alors je fais une petite digression puisqu'on n'en a pas parlé, sur le résidentiel notamment, vous savez que l'indice de référence l'IRL a été capé à 3,5 longtemps. Donc il est évident quand on a une indexation, une inflation à 6 ou 7 ou 8, si on a un indice qui est capé à 3,5, on ne peut pas complètement profiter de l'indexation. Sur les autres classes d'actifs sur lesquelles on intervient en immobilier, notamment le bureau et plus globalement le tertiaire avec l'ILAT, clairement, on fait passer des indexations en ce moment. C'est-à-dire que les indexations sur l'exercice 2023, alors on n'est pas complètement à la fin de l'année, mais on sera entre 4 et 5 de passer en augmentation factuellement, ce qui veut dire que les résultats des véhicules vont mécaniquement augmenter. Et la question qui va se poser, c'est rendons-nous la totalité de ces indexations d'investisseurs ou continuons-nous à mettre en place des réserves? Donc, je sais qu'il y a un débat sur la place. Nous, à la française, on est une maison plutôt prudente parce qu'on a un track sur le marché assez important. Donc, on est très prudent, mais clairement, les indexations sont en train d'être passées. Elles sont passées parce que nous avons collecté et que cette collecte nous a permis de renouveler le parc de nos plus anciennes SCPI avec des actifs de très grande qualité. Donc moi, je ne peux pas laisser dire par certains sur la place que vous avez beaucoup collecté, vous avez acheté cher, donc c'est normal que vous corrigiez. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les actifs qui corrigent ou qui ont corrigé sont les actifs les plus liquides. C'est ça qui se passe. En Allemagne, ce qui a corrigé, c'est ce qui est liquide, puisque par définition, ce qui n'est pas liquide n'a pas encore de valeur. Ça va arriver après. Donc d'avoir de la qualité, on ne va pas s'excuser d'avoir de la qualité dans nos portefeuilles. Parce que la qualité, c'est la durabilité de la performance dans le futur. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, la croissance des revenus futurs de nos SCPI va nous permettre de redriver la valorisation de nos fonds. Donc je partage à 100% ce qui a été dit par Louis Renaud, bien évidemment. C'est un peu provocateur, mais c'est vrai que le momentum de marché devrait nous amener toutes et tous collectivement à investir en ce moment dans les fonds. Alors on sait bien que ce n'est pas très intuitif au regard des annonces de la presse et de la réalité de certains fonds, mais moi j'ai cru comprendre de certains partenaires que je côtoie assez régulièrement qu'il fallait aussi pouvoir être un peu contrariant de temps en temps. Et je pense qu'il faut savoir aujourd'hui être droit dans ses bottes et dire qu'il y a un moment de marché pour rentrer parce que le repricing permet d'aller capter des rendements qui vont être donc relutifs pour le futur. Mais j'entends que c'est pas facile. Et dans ce contexte-là, à la française, clairement, on voit bien, et je fais très court, mais qu'il y a des thématiques qui ont émergé comme grandes gagnantes depuis le Covid, mais pas que. La logistique, ça a été rappelé tout à l'heure. La santé, bien évidemment. Nous, on a lancé un fonds santé, une SCPI santé pan-européenne qui s'appelle LF Avenir Santé, dont les valorisations, bien évidemment, n'ont pas été impactées pour des raisons qui tiennent à la jeunesse du fonds d'une part et à la spécificité de la classe d'actifs. Mais clairement, pour ceux qui ont des inquiétudes sur le comportement du segment des SCPI, allez sur l'immobilier de santé
est clairement un actif par essence décorrélé. Donc, il y a de quoi faire, il y a des allocations possibles extrêmement riches pour les partenaires à l'aide des fonds de chacune de nos maisons. Et au sein de chacune de nos maisons, il y a des fonds qui sont soit des fonds diversifiés qui permettent de déléguer l'allocation globale à la maison de gestion au travers de SCPI qui sont à la fois sur des bureaux, des commerces, la logistique et la santé. Chez nous, c'est typiquement l'épargne foncière pour ne pas la nommer. Ou alors de laisser la main au partenaire de faire son allocation à l'aide de briques de véhicules thématiques. Et c'est ce qu'on offre, nous, à la française, avec des thématiques européennes, des thématiques logistiques et des thématiques santé. Et grosso modo, pour conclure, les rendements seront tenus et vont très probablement augmenter dans les années à venir. Merci beaucoup. Et du coup, Nicolas, et peut-être effectivement dire un mot aussi sur quand on a de très gros, alors ça peut paraître un peu antinomique, mais d'avoir de très grosses SCPI avec de gros locataires sur des sociétés, par exemple du CAC 40, permet peut-être plus facilement de passer ces indexations que effectivement sur des petits acteurs où ce serait pas forcément aussi évident. Je lance un pavé dans la marche, je sais pas si ce que je dis est vrai ou pas, mais peut-être, voilà. Oui, non. Ça dépend. Ah, ça dépend, ça dépasse, attention. Exactement, ça dépend, ça dépasse. Non, mais pour moi, effectivement, c'est la capacité du locataire à encaisser cette augmentation. Et elle ne se résume pas à tu fais partie du CAC 40. Enfin, c'est tout à l'heure, on expliquait que ce débat qui peut exister du t'es jeune, t'es vieille, bah, c'est pas aujourd'hui, c'est pas non plus le débat du t'es un gros locataire, t'es pas un gros locataire, puisque faut pas oublier que dans ces grands groupes, il y a aussi des gens qui sont dédiés finalement à gérer cette charge immobilière. Hein. Le coût d'un loyer pour des grands groupes, c'est une charge immobilière assez importante. Et on est peut-être face à des gens qui sont encore plus de fins négociateurs que la petite PME locale, qui fonctionne très très bien, qui a un chiffre d'affaires qui augmente et qui est capable d'absorber une indexation. Donc voilà, il y a à mon sens d'autres éléments, et notamment derrière on évoquait tout à l'heure, et je salue ce que vient de dire Christophe en expliquant, parce que c'est contre-intuitif. Aujourd'hui, c'est les actifs qualitatifs qui ont une liquidité qui ont repricé. C'est assez bizarre, et effectivement, on a beaucoup de partenaires qui nous disent bah, attendez, pourquoi ça reprice chez vous alors que chez les autres, ça ne reprice pas? Ben, c'est peut-être une question effectivement de degré de liquidité de l'actif qui traduit aussi un degré de qualité. Et voilà, et c'était important, et je tenais à souligner effectivement ce point que Christophe a mis en avant. Donc sur la question de la capacité à faire passer de l'inflation, elle réside effectivement sur la qualité du patrimoine, sur la démarche qui démarre in fine avec le processus d'investissement. Si vous avez acheté un actif qui est déjà surloué, bah, votre capacité à faire passer de l'indexation, elle est quand même assez limitée, voire quasiment inexistante. Avoir des locataires qui sont dans une démarche qui eux aussi ont une activité qu'on pourrait qualifier de pricing power, c'est-à-dire que eux aussi, leur chiffre d'affaires est directement corrélé à l'inflation. C'est des gens pour qui vous allez pouvoir plus facilement faire passer l'inflation, parce que le taux d'effort, c'est-à-dire le loyer qu'ils payent rapporté à leur chiffre d'affaires, bah, le taux d'effort ne bougera pas. Donc, c'est quelque part, c'est du ligne à ligne. Et ça peut être effectivement un gros travail quand on a beaucoup de lignes, mais c'est quelque chose qui peut s'avérer pertinent, gagnant. On le constate aujourd'hui dans nos fonds. On a des fonds, et des gros fonds comme Immorande, qui aujourd'hui clairement embarque des effets très positifs de l'inflation, de l'indexation sur les loyers, ce qui nous met dans une position de pouvoir, en tout cas on l'a annoncé dans l'exercice qu'on fait tous les trimestres avec des fourchettes prévisionnelles de distribution, les signaux, les messages envoyés ont été très clairs, c'est potentiellement des hausses de distribution. Donc ça, c'est un élément important qui va s'affiner là avec l'exercice de clôture du troisième trimestre. Mais ces effets deviennent maintenant, voilà, on commence à les ressentir. L'inflation, on en a beaucoup parlé en 2022. Il y a un effet d'inertie pour qu'à un moment donné, ça se reflète dans les indices. 2, les indices, on les fait passer parce que tout ne se fait pas à un seul moment, à une date précise, en claquant des doigts. Non, bien évidemment, c'est à chaque fois du cas par cas. Et là, en 2023, c'est plus purement et simplement de la théorie, on constate qu'il y a des effets positifs de l'inflation qui
tout à l'heure, Louis Renaud évoquait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a, bien évidemment, il y a des effets aussi sur les taux d'occupation. Il peut y avoir des effets de relocation, renouvellement et autres. Les CPI sont composés de tout ça et c'est tous ces éléments-là qui viennent impacter les recettes locatives du véhicule. Mais aujourd'hui, on est dans cette configuration où on le sent. Ça sera en plus amplifié par des effets relutifs des nouveaux investissements qu'on peut faire. Donc oui, la collecte est essentielle, pas juste pour des sujets de liquidité, mais effectivement pour accompagner le développement des performances. C'est un point qui est important. Je pense en tout cas, on voit chez Sofidy le verre à moitié plein, dans le sens où il y a des opportunités. Et on a vraiment envie d'aller les chercher. On a la chance d'avoir pas mal de réserves en termes de trésorerie qu'on va pouvoir déployer. Mais globalement, voilà, on a envie d'aller un cran plus loin. Donc, pour répondre à ta question initiale du stop ou encore, moi j'ai envie de dire encore et encore. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez un point à rajouter. Sinon, je pense que pour conclure, on peut dire que, effectivement, l'immobilier, on découvre, mais en fait, c'est un peu une ineptie que l'immobilier peut baisser. Ça, c'est une classe d'actifs comme une autre et qu'elle peut baisser. Et que deux, finalement, la SCPI, quand on vient la chercher pour les bonnes raisons et notamment le rendement, et ben qu'aujourd'hui, vous l'avez très justement souligné, cette promesse, elle est tenue, le rendement est là, voire même qu'il y aura peut-être des hausses de rendement et que donc ne pas forcément d'abord ni jeter le bébé avec l'eau du bain, ni céder à la panique, parce que quand on vient chercher un produit pour du rendement, la promesse est tenue et le rendement est là. Messieurs, je vous remercie sincèrement pour ce discours vrai, cette sincérité dans les propos et de ne pas avoir éludé les questions qui peuvent de temps en temps être gênantes ou compliquées. Vous avez répondu avec toute la transparence, donc merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2023 et puis bien on se souhaite à tous que la collecte reparte. Merci beaucoup et puis à très bientôt dans un webinaire Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo. À très bientôt.